Je suis tombée à 35 kilos, affamée, tandis que ma mère versait de l'eau par terre sous mes supplications pour en avoir une simple gorgée. Quand j'ai protesté, la loi dit que tu dois me donner de l'eau. Elle a esquissé un sourire et lâché. Quelle loi? Ici, c'est nous qui décidons. Je suis restée à observer la flaque s'infiltrer dans le béton. C'était il y a plus de 10 ans. Ce matin, ses mains tremblaient, tellement qu'elle n'a même pas pu signer sa confession. Et chez toi, comment ça se passait avec la nourriture? Mes parents, eux, imposaient que je jeûne 1 heure pour chaque euro dépensé pour moi, persuadés qu'un enfant devait sentir le poids qu'il faisait peser sur la famille. Résultat, un achat à 20 euros, et je n'avais rien à manger de toute la journée ou presque. Ils ont instauré ces règles dès mes 8 ans, m'obligeant à sauter des repas même pour des petites dépenses, m'inculquant l'idée que ma simple présence représentait une dette impossible à effacer. À 12 ans, c'est devenu une règle d'airain, et j'ai commencé à m'évanouir en cours, trop faible après tant d'heures de privation. Toute ma vie était réglée par des comptes. Chaque repas, un crayon, un médicament, tout additionnait des heures de jeûne à payer. Pendant le dîner, papa compulsait les tickets de caisse pendant que je restais devant une assiette vide à regarder mes parents se régaler. 3,50 € pour le lait de la semaine dernière, 15 € pour ses chaussures d'occasion, 4 € pour les fournitures scolaires. Mon estomac se tordait à mesure que s'alourdissait la dette. Maman, elle, avait des tableaux Excel pour suivre à la trace le moindre de mes coûts, entourant au surligneur tout ce qui lui semblait trop cher, souvent des choses indispensables. Chaque matin, je payais le prix de ce qu'ils avaient dépensé la veille. Parfois, les périodes se chevauchaient et le jeûne se prolongeait sur plusieurs jours. Un jour, au moment où il a fallu acheter des antibiotiques non remboursés, j'ai dû rester 1 semaine sans manger. Pendant ces périodes de faim, il me forçait à rédiger des lettres de remerciement à la main, péniblement. Chère maman, cher papa, merci pour le manteau d'hiver à 30 €. Je ferai sans hésiter 30 heures de jeûne pour vous prouver ma reconnaissance. Je savais calculer, à la minute près, ce que coûtait le simple fait d'exister. Un cahier à 2 €, 2 heures de privation, mais rater mes cours, c'était des séances de rattrapage l'été à des centaines d'euros. Le dilemme ne laissait pas le choix. Pourtant, ce n'était pas toujours si binaire. Je traînais dans les rayons des magasins, calculant dans ma tête combien d'heures de faim il me restait en réserve, pesant ce que je pourrais endurer, additionnant mentalement ce que j'avais déjà dépensé et ce dont je ne pouvais me passer. Parfois, je reposais tout, incapable d'assumer le poids d'un euro supplémentaire de dette en plus. À 13 ans, affamée, j'ai commencé à supplier qu'on me fasse exception. J'attendais que maman ait fini son verre de vin du soir, la sachant plus encline à écouter, pour la supplier sur l'indispensable. S'il te plaît, juste cette fois, j'ai besoin de protections hygiéniques, et j'en suis déjà à 40 heures de retard. Elle me caressait les cheveux, faussement compatissante, avant de m'expliquer que la souffrance forge le caractère. On te rend plus fort, disait-elle, tandis que je pleurais de faim. Un jour, tu comprendras. Quand j'ai menacé d'en parler à l'école, elle m'a simplement répliqué « Ils croiront juste que tu as un trouble alimentaire, comme toutes les filles de ton âge dont les parents ne leur ont jamais expliqué ce qu'est un vrai problème. » Alors que les autres enfants râlaient à propos des devoirs, je passais mes nuits recroquevillée sur mon lit, l'estomac creux, à tenter de dormir malgré la douleur. Je n'avais personne à qui parler, isolée dans ma faim. Quand il m'arrivait de voir quelqu'un, je me débrouillais pour trouver une excuse si je devais jeûner, ou bien j'engloutissais de la nourriture à la première occasion, ce qui finissait toujours par mettre les gens mal à l'aise. Les invitations ont fini par disparaître. Les enseignants ont un jour interrogé mes parents à propos de mon poids, mais papa avait toujours une explication prête sur la croissance ou un métabolisme soi-disant rapide. Le jour où je me suis évanouie en EPS, l'infirmière m'a trouvée à 35 kilos et a menacé d'alerter les services sociaux. Mes parents m'ont alors retirée de l'école du jour au lendemain, sans même que je puisse dire au revoir à quiconque. Ils martelèrent que l'État était incapable de comprendre leur méthode parentale si évoluée. L'instruction à domicile, pour eux, c'était la garantie de n'avoir plus aucun regard extérieur, plus personne pour s'inquiéter de ma santé, ni à qui demander de l'aide. À 15 ans, la malnutrition a commencé à m'abîmer la vue. L'examen ophtalmo coûtait 75 € et les lunettes les moins chères, encore 100 €. Papa a décrété 175 heures de jeûne. C'est plus d'1 semaine sans rien manger. Je sentais bien que mon corps lâchait. 1 semaine de plus, et j'y passais. Alors j'ai volé de la nourriture, glissant des barres de céréales dans mes poches au supermarché, pour les dévorer ensuite en cachette dans des toilettes publiques. Chaque bouchée volée avait le goût de la colère et de la résignation. J'avais honte d'être tombée si bas. Un jour, cachée à la bibliothèque, engloutissant en douce des bretzels chippés à la pharmacie d'à côté, je suis tombée sur un livre qui expliquait les droits des enfants. J'ai alors découvert qu'en réalité, les parents ont l'obligation de fournir à leur enfant de quoi manger, un toit et des soins médicaux, sans condition. Mes parents m'avaient menti toute ma vie, en m'assurant qu'ils n'étaient légalement tenus à rien. J'ai recopié les passages essentiels, tremblant, puis je les ai déposés sur la table au dîner, pendant qu'ils savouraient un rôti dont je n'avais pas le droit de toucher la moindre miette. Ce que vous me faites est illégal, c'est de la maltraitance.
Ma mère a laissé tomber sa fourchette dans l'assiette. Le visage de mon père s'est fermé en lisant les lignes. « Ingrate », a marmonné maman. « Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi. » Papa a ajouté « Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire de ce qu'un bouquin raconte ? Ici, c'est chez moi. C'est moi qui décide. » Ils avaient anticipé ma rébellion bien avant moi. Tout était prêt. Papa a ouvert la porte du sous-sol pour révéler une pièce qu'il avait aménagée. En vérité, c'était une cellule. Un matelas nu, un seau, 4 murs de pierre. « Tu penses valoir mieux que nos leçons ?» Et maman de m'attraper par les cheveux pour me tirer vers l'escalier. « On va voir si ta science du droit tient vraiment la route, ici. » Je me suis débattue, sans aucune force. Mon corps était à bout. Ils m'ont traîné dans l'escalier alors que je hurlais à l'aide, mais personne n'a rien entendu. La porte a claqué. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. À travers le battant, la voix de maman s'est faufilée. « On reviendra dans une semaine. Tu finiras bien par supplier pour montrer ta reconnaissance. » J'ai écouté leurs pas s'éloigner à l'étage, puis plus rien. Je me suis appuyée contre la porte froide, à me demander si quelqu'un finirait par me retrouver. L'obscurité me pesait de tout son poids. J'ai laissé glisser mes mains sur les murs à la recherche de la moindre fissure, du plus petit espoir d'ouverture. La pierre, glaciale, lisse, parfaitement scellée, ne laissait rien passer. Ils avaient pensé à tout. Mes doigts ont fini par heurter un seau dans un coin. L'humiliation m'a brûlé de l'intérieur, tandis que la faim me faisait trembler. 35 kilos. L'infirmière avait parlé de 35 kilos. Après une semaine ici, combien me resterait-il ? J'ai inspecté chaque recoin de ce trou. Le matelas puait l'humidité. Pas la moindre couverture, pas un oreiller. Une ampoule solitaire pendait trop haut pour que je l'atteigne. L'interrupteur devait être à l'étage. D'ici, impossible. Même la lumière, il la contrôlait. Je n'avais plus la moindre prise sur le temps. Les heures passaient, peut-être. Dans cette boîte de pierre, le temps n'existait plus. Mon ventre avait cessé de se contracter sous la faim, ce qui me terrifiait davantage que la douleur. Quand le corps cesse de réclamer, c'est qu'il s'éteint. J'ai sursauté en entendant la serrure claquer là-haut. J'ai filé vers le bas des marches dès que la porte s'est entrouverte. Maman s'est tenue dans l'encadrement de la cuisine inondée de lumière, un verre d'eau à la main. Elle est descendue lentement, s'arrêtant à chaque marche comme pour savourer l'instant, puis a tendu le verre. Je me suis élancée pour l'attraper, mais elle l'a retiré. D'abord, tu présentes tes excuses. Ma gorge était en feu. M'excuser de quoi ? De ton ingratitude, d'avoir osé nous menacer avec tes histoires de bibliothèque. Je n'avais Dieu que pour l'eau. Un minuscule effort, juste une gorgée. Mais je savais comment ce jeu finissait. Si je cédais là, je n'en sortirais jamais. La loi m'autorise à boire, tu dois me donner de l'eau. Son sourire a glissé comme une lame. Elle a renversé le verre sur le sol. L'eau s'est infiltrée dans la dalle, disparaissant près de la bonde. Quelle loi ? Ici, c'est nous qui décidons. Elle a refermé la porte, verrouillée aussitôt. Je me suis effondrée à genoux pour lécher l'humidité du béton. Le goût de terre et de moisi m'a envahi la bouche. La lumière restait allumée, implacable. Impossible de fermer l'œil. La lueur traversait même mes paupières. Quand parfois le sommeil me prenait, il m'entraînait dans des cauchemars, des fils de reçus sans fin, du calcul sans répit. Papa a fini par venir, ou bien c'était encore le même jour, je ne sais plus. Il avait apporté un carnet et un stylo. Écris tes excuses. Une page pour chaque année où on t'a élevé. 15 pages de gratitude. Main tremblante, j'ai commencé à noircir ce qu'ils attendaient. Merci de m'avoir appris la valeur de l'argent. Merci de m'avoir rendu solide. Merci pour... Après 2 pages, le stylo s'est tu. C'est dommage, a lâché papa. Il faudra mieux faire la prochaine fois. Il a laissé le carnet et le stylo hors d'usage. J'ai griffonné des marques, des entailles sur le papier. Rien de lisible, rien qui puisse me libérer. Le manège a continué à chaque visite. Maman descendait avec de l'eau, mais je devais me montrer irréprochable pour l'obtenir. Papa apportait des stylos, toujours hors service. Ils s'amusaient à orchestrer ma survie comme bon leur semblait. J'ai commencé à glisser de petits actes de résistance. Quand maman exigeait que je m'agenouille avant qu'elle daigne me parler, je comptais les secondes dans ma tête. C'était devenu un défi. Combien de temps résister avant de céder ? 23 secondes, puis 30. À chaque fois, je me sentais un peu plus fort, même à genoux. Pendant les visites de papa, j'observais tout de lui. Son œil gauche qui tressautait quand la colère prenait le dessus, sa jambe droite surchargée comme s'il traînait une ancienne blessure, son souffle saccadé, tout devenait information. Entre 2 visites, je m'entraînais. Pompe jusqu'à l'épuisement, abdos alors que mon ventre affamé protestait. Je me sentais partir, mais j'étais décidée à tomber sans renoncer. L'épreuve de l'eau empirait encore. Maman descendait avec une carafe pleine, la posait hors de portée, entamait son discours sur la reconnaissance alors que j'observais la buée sur le verre. Parfois, elle versait l'eau juste assez près pour que je puisse ramper et effleurer le sol de mes lèvres. Elle me regardait me rabattre sur 3 gouttes, satisfaite de ma soumission. J'ai pris l'habitude de garder la salive dans ma bouche. Question de survie et d'orgueil. Une façon infime, mais tenace de ne pas céder. Les exercices de papa se corsaient en chaque fois. Raconte chaque sacrifice qu'on a fait pour toi, depuis ta naissance.
Pourtant, les stylos restaient désespérément secs. Ils secouaient la tête, navrés devant mes pages vierges, promettaient de ramener mieux, sans jamais tenir parole. Honnêtement, commencer un récit sur comment tes parents contrôlaient ton alimentation et finir direct sur une sorte de barème de jeûne, façon conversion du dollar, ça aurait pu rendre n'importe quelle corvée d'enfant banale digne d'un prospectus de vacances. J'utilisais les vieux stylos pour gratter entre les pierres. Je faisais des encoches derrière le matelas, une pour chaque jour à survivre. Chacune devenait ma promesse silencieuse de tenir encore 24 heures. La faim dépassait la douleur. Je flottais. Parfois, tout me semblait irréel. Je croyais sentir l'odeur de plats imaginaires. Mon corps puisait dans ses dernières ressources. Un jour, maman m'a apporté de la soupe. L'odeur m'a rendu presque fou. Elle s'est installée sur les marches, savourant chaque cuillerée. Du poulet, des carottes, des nouilles, encore brûlants. Je me suis plaquée contre le mur pour ne pas céder, pour ne pas regarder, pour ne pas désirer. Pena, il suffit d'avouer que tu avais tort, d'admettre la chance que tu as d'apprendre grâce à nous, de promettre d'accepter les règles du jeûne sans discuter. Les mots se sont bloqués dans ma gorge. Céder, c'était prouver leur victoire. Je vous suis reconnaissant, ai-je murmuré, plus fort. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez appris. Elle a souri et repris une cuillerée. Tu n'es pas convaincant, peut-être demain. L'odeur de soupe a persisté des heures après son départ. J'ai enfoui mon visage dans le matelas, espérant y échapper, mais elle avait envahi tous les recoins. Papa, lors de sa visite suivante, a découvert les traits que j'avais griffonnés sur le mur. En comptant les marques, son visage s'est assombri. 7 traces, 7 jours. Alors, tu vandalisais maintenant? Ça va coûter 100 € de réparation. Tu sais ce que ça veut dire. 100 heures, soit plus de 4 jours de jeûne, en plus de ce qu'il me restait à passer ici. Il m'a obligé à rester pour immortaliser les dégâts en photo, détaillant devant moi le prix exact des matériaux et de la main-d'œuvre pour réparer mes égratignures. C'était une mise en scène de la raison, pour mieux déguiser leur cruauté. J'ai arrêté de compter les jours, cessé de marquer le temps. Ça leur aurait offert un moyen supplémentaire de me tenir. J'ai continué dans mon coin, à m'entraîner en cachette. Quelques pompes dans l'ombre, hors de leur champ de vision depuis l'escalier. Des petits sauts légers pour ne pas faire de bruit. Tout ce qui pouvait m'éviter de m'effondrer. Mon corps flanchait, mais ma détermination prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Les humiliations autour de l'eau sont montées d'un cran. Maman descendait avec des glaçons, les plaçait hors de ma portée et savourait chaque goutte qui fondait, bien inaccessible. Parfois, elle venait avec un linge humide, s'essuyait le visage sous la fraîcheur tout en poussant un soupir de soulagement. Et moi, j'étouffais de soif. Mais je commençais aussi à apprendre. J'observais leur routine. Maman arrivait systématiquement après son café du matin, la bouche encore marquée par l'amertume. Papa descendait le soir, après le travail, les chaussures imprégnées de poussière. 2 personnes routinières, or une habitude, ça se détourne. J'ai alors joué la faiblesse, feignant d'être au bout du rouleau. Je me laissais tomber à leur arrivée, traînant au sol au lieu de marcher. Je voulais qu'ils me croient finie, plutôt qu'ils ne l'étaient. Ils sont devenus moins vigilants. Un jour, maman a placé la carafe d'eau plus près que d'habitude, trop sûre de ma fatigue. Pendant qu'elle me servait son discours sur les enfants indignes de parents aussi dévoués, j'ai repéré chaque détail, la distance exacte, les centimètres qui me séparèrent de la délivrance. Papa a amené un stylo qui fonctionnait, probablement sans le vouloir. Il avait l'air ailleurs, préoccupé par son boulot. J'ai écrit les pages de gratitude exigées, tout en mémorisant le poids du stylo, sa forme, l'équilibre et l'endroit précis où il l'a rangé. En croyant m'enseigner la dépendance, il faisait surtout de moi quelqu'un de patient, calculateur, avec cette lucidité furieuse de celui qui n'a plus rien à perdre. Mon corps lâchait, je le sentais. Mes organes peinaient, tout vacillait, mais jamais mon esprit n'avait été aussi limpide, concentré sur un seul objectif, survivre. Sauver mon corps, certes, mais préserver mon esprit surtout. Peu importait qu'il m'enferme ici, il y aurait toujours une part de moi qui refuserait de plier. Les règles étaient en train de basculer, mais il n'en prenait pas conscience. Les visites devenaient soudainement aléatoires. Parfois, maman venait 2 fois dans ce qui me semblait être la même journée. Parfois, au contraire, le silence s'étirait si longtemps que j'avais le sentiment qu'il m'avait purement oublié. Ce doute, cette incertitude, c'était une autre forme de supplice. Lors d'une visite où maman m'apportait de l'eau, j'ai remarqué un détail nouveau. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la carafe. Ce n'était pas l'émotion, c'était autre chose. Un frémissement discret, presque invisible, mais que j'ai gravé dans ma mémoire. Chaque signe comptait désormais. J'ai testé leurs limites par petites touches. Quand papa me faisait écrire des excuses, je me déplaçais à chaque fois. D'abord près des marches, puis contre le mur, puis dans un coin. Il me forçait à revenir au centre de la pièce, mais, tout en obéissant, j'étudiais les endroits où il semblait à l'aise, ceux où il était sur la défensive. La faim, elle, s'était muée en un mal plus sournois que la simple douleur physique. Mon corps s'habituait à la privation, c'en était presque effrayant.
Mon cœur ralentissait pour ménager mes forces. Ma vue se voilait quand je me relevais trop vite. Mais mon ouïe captait le moindre son à l'étage, me permettant de deviner leurs habitudes, leurs bruits de pas, les grincements du plancher. Maman, lors d'une visite, a fait preuve d'une cruauté nouvelle. Elle est descendue avec un plateau de fruits frais, l'odeur de fraises et de melons envahissant la pièce. Elle s'est installée sur les marches, dégustant chaque morceau, le jus dégoulinant sur son menton. Une fois rassasiée, elle a laissé le plateau juste hors de ma portée. Les épluchures me narguaient. J'ai attendu qu'elle disparaisse complètement avant d'essayer ma chance. Grâce à mes entraînements, j'ai enlevé mon t-shirt, accroché une manche à ma cheville et m'en suis servi comme corde pour ramener le plateau. Il restait des fragments de fruits sur les peaux. J'ai tout mangé, jusqu'aux feuilles de fraises. Cette petite victoire m'a apporté plus d'énergie que n'importe quelle calorie. J'étais encore capable de penser, de réfléchir et de me battre. Les habitudes de papa devenaient évidentes à force de répétition. À chaque visite, il consultait sa montre 3 fois pile, touchait le chambranle en descendant, comptait les marches à voix basse. Autant de lubies dont j'ai commencé à profiter. J'ai déplacé des objets, à peine, le matelas un peu de travers, le seau décalé, de minuscules dérèglements dans son monde ordonné. Il s'en apercevait immédiatement, corrigeait tout d'un geste nerveux, et ça me donnait la sensation, même brève, de le tenir. Les vieux stylos cassés devenaient des outils. Avec la pointe, je grattais le ciment entre les pierres, non pour m'échapper, mais pour créer d'infimes cachettes ou planquer des bricoles. Les épluchures de fruits sont devenues un vrai trésor à épargner pour les moments vraiment durs. Le tremblement de maman s'intensifiait à chaque passage. Elle essayait de le masquer, s'accrochant à la carafe, mais je le voyais. Un jour, alors qu'elle versait de l'eau, quelques gouttes sont tombées à portée de main. J'ai bondi pour les laper, tandis qu'elle fuyait en courant. À force, son contrôle se fissurait. C'est là que j'ai découvert, dans un coin du sous-sol, un vieux siphon rouillé, mais encore fonctionnel. Quand ils renversèrent de l'eau par terre pour m'humilier, je faisais tout pour m'installer de façon à orienter le ruissellement. Toute l'eau n'atteignait pas la grille. Une partie stagnait dans les creux du béton et formait de petites mares où je pourrais revenir plus tard. Papa est venu un jour avec un appareil photo, lors d'une visite, pour immortaliser ma déchéance. Il m'a forcé à me coller contre le mur et m'a photographié sous tous les angles. Je le voyais faire ses calculs, préméditer quelque chose. L'appareil photo devenait une arme de plus, mais aussi une preuve, une trace de ce qu'il me faisait subir. Mes exercices se sont adaptés à la fatigue. Plus question de gaspiller la moindre énergie avec des mouvements visibles, alors j'ai inventé mes propres routines isométriques, contractant mes muscles, appuyé contre les murs. C'était une petite révolte secrète pour empêcher mon corps de lâcher prise. L'ampoule restait allumée jour et nuit, à la fois mon ennemi parce qu'elle me volait le sommeil, et mon allié car elle me permettait d'observer jusqu'au moindre défaut ma prison. J'ai appris par cœur chaque motif de la pierre, chaque fissure, chaque imperfection du béton. L'ampoule elle-même était si vieille qu'on distinguait le filament à travers le verre. J'essayais d'estimer depuis combien de temps elle brûlait et combien de temps elle tiendrait encore. Quant à maman, elle innovait dans la cruauté. Elle me ramenait des objets de mon ancienne chambre, mon livre préféré avec des pages arrachées, une vieille peluche éventrée. Elle me décrivait comment elle donnait mes affaires, effaçant mon existence pièce par pièce. Mais parfois sa mise en scène craquait. Lorsqu'elle m'a brandi une photo de moi en meilleure santé, sa main tremblait tant qu'elle a fini par la laisser tomber. Quand elle s'est penchée pour la ramasser, j'ai vu des comprimés glisser hors de sa poche et rouler au sol. Elle s'est précipitée pour les récupérer, mais moi j'avais lu l'étiquette. Des médicaments contre les tremblements, prescrits pour des troubles neurologiques. Petit à petit, les visites de papa se sont espacées. Parfois, il se contentait de rester planté en haut des marches, me fixant en silence. D'autres fois, il tournait en rond dans le sous-sol à marmonner des calculs. Le coût de ma détention, la facture d'électricité pour la lumière, la valeur de la nourriture que je ne consommais pas. Tout était question de chiffres pour lui. J'ai compris l'intérêt de feindre la faiblesse. À l'approche de leurs pas dans l'escalier, je me mettais à hyperventiler jusqu'à avoir la tête qui tourne, puis je m'effondrais au bon moment. Ils tiennaient à ce que je sois brisée, alors je leur offrais ce spectacle tout en préservant mes vraies forces pour plus tard. Le carnet laissé par papa a fini par m'être utile de façon inattendue. J'en ai arraché les pages pour fabriquer une petite corde tricotée, fragile mais suffisante. J'apprenais des nœuds à tâtons, dans le noir, mes doigts mémorisant des motifs qui pourraient me servir un jour. Les visites soupes de maman, elles, étaient une torture inouïe. L'odeur persistait des jours entiers, au point que j'en arrivais à halluciner et à voir des bols de nourriture flotter devant moi, à humer du pain chaud, là où il n'y avait rien. Mais ces mirages m'offraient une raison de m'accrocher, chaque banquet imaginaire me rappelant pourquoi je devais tenir. Un jour, papa a commis une erreur. Il a posé son trousseau de clés pour régler l'appareil photo, juste quelques secondes. Les clés étaient trop loin, mais j'ai détaillé leur forme, leur nombre, l'état d'usure de la clé de
la maison. Information précieuse pour un futur auquel je devais absolument croire. Le sous-sol avait son propre tempo, et la maison au-dessus aussi. Leur façon d'utiliser la nourriture ou l'eau comme instrument de torture me poussait à me demander quelle logique il y avait derrière tant de cruauté. Quelle satisfaction pouvait-il bien tirer de ce simulacre de pouvoir? Je reconnaissais à présent le moindre bruit de la chaudière qui s'enclenchait, les tuyaux qui vibraient, autant de repères quand mes bourreaux cherchaient à me priver du temps qui passe. Le drain lui-même n'était pas qu'une illusion. Les jours de pluie, j'entendais l'eau filer quelque part en dessous. Ce bruit lointain me rappelait que le sous-sol n'était pas coupé du reste du monde, quoi qu'il veuille en me faire croire. Il y avait bien des issues, même si elles m'étaient encore inaccessibles. L'état de maman empirait en même temps que le mien. Ses tremblements attaquaient désormais son équilibre, et chaque fois qu'elle descendait, on voyait ses jointures blanchir à force de serrer la rampe. Ses sermons sur la gratitude se faisaient plus brefs, plus décousus. Il lui arrivait d'oublier le fil de ses phrases. J'ai alors trouvé un nouveau jeu. Quand elle exigeait que je la supplie, j'employais des mots précis, parfois des termes médicaux glanés ça et là, qui accentuaient sa confusion et lui rappelaient sa propre maladie. Son visage se fermait d'un coup et elle remontait précipitamment, délaissant la suite de ses vexations. Papa, lui, voyait bien que la santé de maman déclinait, mais il n'en soufflait mot. Leur façade d'unité se fissurait peu à peu. Certains jours, je les entendais s'engueuler à l'étage, des cris étouffés mais d'une violence sèche. Le vernis de la famille idéale craquait. J'en étais spectateur et, malgré moi, la cause. Dans mes cachettes, les carcasses de stylos cassés s'accumulaient. J'ai découvert que les tubes de plastique, une fois fendus, pouvaient en servir à gratter le béton pour y creuser de minuscules trous capables de retenir l'eau. Mon corps, hélas, avait atteint un effrayant équilibre. Plus question de perdre du poids, il n'y avait presque plus rien à perdre. Mes organes tournaient au ralenti. Je n'étais plus qu'une volonté brute, muée par la rancœur et la détermination, ma survie ne tenant plus qu'à ça. Un jour, maman est revenue avec mes bulletins scolaires et s'est mise à lire mes notes à voix haute, expliquant que chaque bonne note représentait des sacrifices de leur part, que mon éducation leur avait tant coûté. Mais en l'écoutant, j'ai vu qu'elle tenait les feuilles à l'envers. Ses tremblements lui troublaient jusqu'à la vue. J'ai exploité ce flou en acquiesçant à n'importe quelle note, en la remerciant pour des cours fictifs. Sa colère ne faisait que grandir à mesure que la réalité lui échappait. Pour la première fois, j'ai ressenti un semblant de pitié, jusqu'à ce que la porte se referme sur moi, et la pitié s'est envolée. Les séances photos de papa, elles aussi, trahissaient son déséquilibre. Il prenait la même photo des dizaines de fois, jamais satisfait, tournant à l'obsession maladive, incapable de se contenter d'une seule image. Il lui fallait sans cesse des preuves de ma souffrance, mais aucune ne lui suffisait jamais. J'ai vite compris comment me placer pour lui compliquer la tâche quand il prenait ses photos. Je bougeais subtilement, déformais la lumière, fermais les yeux au moment décisif. Mes petites rébellions le plongèrent dans des colères de maniaque du détail, au point qu'il pouvait ruiner une visite entière à vouloir obtenir le cliché parfait de ma déchéance. Les murs du sous-sol étaient devenus mon calendrier secret, marqué non pas de traces visibles, mais de minuscules égratignures dissimulées. À chaque visite, j'ajoutais une marque. Avec le temps, j'ai repéré un rythme. Maman passait tous les 1 jour et demi, 2 jours. Papa, lui, revenait toutes les 24 ou 30 heures, mais leurs passages s'espacèrent de plus en plus. Un jour, au cours d'une nouvelle séance de torture à l'eau, les mains de maman se sont mises à trembler si fort qu'elle a laissé tomber la carafe. Elle a explosé sur le sol, éclaboussant la pièce d'éclats de verre et d'eau. Elle est restée là, hébétée devant le désastre, avant de repartir sans rien dire. J'ai passé des heures à ramasser prudemment les morceaux les plus gros que j'ai dissimulés précieusement, étoffant ainsi mon arsenal. Quand papa est revenu, une nouvelle horreur l'accompagnait. Il avait entrepris de chiffrer le coût de ma vie, depuis ma naissance. Frais d'hôpital, couches, biberons, tout était consigné dans un registre qu'il récitait avec la ferveur d'une prière. Le montant final était vertigineux. J'avais, selon lui, cumulé plus d'heures à jeûner que d'années de vie. Mais tout était truffé d'erreurs grossières, chiffres confondus, additions refaites. Sa prétention à la précision ne tenait plus la route. Je m'abstenais de le reprendre. Qu'il reste donc prisonnier de ces chiffres approximatifs, tandis que moi, je forgeais mes propres calculs pour survivre. Les éclats de verre sont devenus mes nouveaux instruments pour marquer le temps, entaillant discrètement le bout de mes doigts. Des traces minuscules, méthodiques, que ni leur confusion ni leur tremblement ne pouvaient effacer. Mon corps devenait un dossier qu'il ne pourrait jamais retoucher. Les visites de maman se sont raréfiées. Parfois, elle se contentait d'ouvrir la porte, d'un regard distant, et la refermait aussitôt. D'autres fois, elle descendait à peine quelques marches avant de rebrousser chemin, comme prise de panique. Sa peur prenait le dessus. Peur de ce sous-sol, peur de sa propre création, peur de moi. J'ai appris à tirer parti de cette peur, à me tapir dans l'ombre à son arrivée, accentuant la maigreur de mon corps pour la marquer. Je devenais à ses yeux le monstre qu'elle avait fabriqué, le miroir vivant de sa cruauté. Elle voulait me réduire en miettes, mais en vérité, elle n'avait engendré que son propre fantôme. Papa, lui, s'agrippait à sa routine comme à une
une bouée. Même heure, mêmes exigences, même obsession du registre, mais toute routine a des fissures. Je faisais mine de dormir à son arrivée, l'obligeant à choisir entre me réveiller ou rebrousser chemin. Chaque réaction dévoilait un peu plus l'état de son esprit. Le sous-sol m'a appris à développer une patience inhumaine, à rester des heures parfaitement immobile pour économiser mon énergie, laissant mon esprit construire stratégie sur stratégie. Chaque visite était une nouvelle source d'information. Chaque interaction creusait plus profond dans leurs failles. Je m'éveillais à ce qu'ils n'avaient jamais prévu. Je devenais le disciple de leur propre chute. J'ai vu maman augmenter encore ses doses de médicaments. Ses tremblements gagnent en intensité, son regard se vide. Parfois, elle m'appelait d'un autre prénom, celui de proche que je ne connaissais pas. Elle s'accrochait à la réalité moins fermement que moi à la vie. Un jour, elle a apporté de vieilles photos de moi bébé. J'y étais nourrie, choyée, presque aimée. Elle se mettait à pleurer en me les montrant, mais impossible de savoir si elle pleurait cet enfant ou tout ce qui avait suivi. Les clichés lui échappaient des mains, éparpillés au sol. Après son départ, je les ai rassemblés, non par nostalgie, mais pour ce qu'ils révélaient, la disposition de pièces oubliées, des visages de parents qui existaient peut-être encore quelque part, des fragments d'une vie d'avant le sous-sol. L'obsession documentaire de papa devenait presque absurde. Il arrivait avec des mètres rubans, relevait mes mensurations comme si j'étais du bétail, tour de bras, largeur d'épaule, tout était consigné, avec à côté le prix estimé en euros par kilo de chair. Mais ces calculs ne tenaient en plus debout. Chiffres fantaisistes, mesures incohérentes, ses mains reproduisaient 3 fois la même mensuration pour 3 résultats différents, la frustration montant à chaque essai. L'ampoule commençait à fatiguer, clignotant par intermittence, et à chaque vacillement, papa paniquait, recalculant aussitôt le coût d'un nouvel achat. Me laisser dans le noir le terrorisait bien plus encore que ma souffrance. Il avait besoin de voir ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, j'amassais tout ce que je trouvais. Fils arrachés au matelas, échardes d'escalier, même mes poignées de cheveux tombés. Tout devenait matière première pour des plans dont j'ignorais encore la finalité. Le sous-sol m'enseignait que même le désespoir peut devenir outil, dès lors qu'on n'a plus rien. La dernière fois où maman a semblé vraiment lucide, c'était sûrement un mardi. Je m'en souviens parce que le camion poubelle passait dehors. Seul repère restait fiable. Elle s'est installée sur les marches, sans carafe, sans nourriture, juste là. Elle voulait m'expliquer quelque chose, mais les mots se perdaient. Confusion entre sacrifice et amour, entre le désir de transmettre la force et le résultat inverse, celui d'enseigner autre chose sans le vouloir. Ses tremblements étaient tels qu'elle s'accrochait à la rampe pour ne pas tomber. En partant, elle a oublié de verrouiller la porte. Je suis restée figée devant l'ouverture, le cœur battant, jusqu'à entendre les pas de papa claquer dans l'escalier. Il a claqué la porte, verrouillée d'un geste sec et définitif. Mais entre nous, tout était clair. Le système soi-disant parfait commençait à craquer. Sa colère était froide, méthodique. Il a aussitôt imputé à ma dette le prix de l'erreur de maman. Chaque seconde de porte ouverte se muait en heure de jeûne. Mais ses calculs devenaient de plus en plus insensés. Des nombres sans logique, des opérations contradictoires. J'ai renoncé à me lever quand ils arrivaient, non par faiblesse, mais par stratégie. Qu'ils me croient de briser, qu'ils se pensent de victorieux, alors que dans mon immobilité, mon esprit n'avait jamais été aussi alerte. Le sous-sol était devenu mon mentor, chaque pierre étudiée, chaque recoin assimilé, chaque bruit répertorié. Je savais quelle marche grinçait, où l'eau s'accumulait, où jouaient les ombres, un savoir chèrement acquis, forgé dans la douleur. Puis maman a cessé de venir, tout à fait. Il m'arrivait de l'entendre à l'étage, des bruits de pas traînants et désordonnés. Papa descendait plus souvent, essayant tant bien que mal de jouer sur 2 tableaux. Mais il était incapable d'imiter ce raffinement cruel propre à maman. Ses sécheresses à lui n'étaient faites que de chiffres et de paperasses, tandis que celles de maman tombaient tout droit sur la personne. Quand j'ai compris que j'en étais à mon 40e jour, à force de compter les passages des éboueurs et les cycles de la chaudière, papa a commis sa pire erreur. Il est descendu avec une grosse lampe torche, bien lourde, toute neuve, prêt à fouiller le moindre recoin du sous-sol, persuadé que quelque chose lui échappait. Pour une fois, il avait raison, mais il a cherché au mauvais endroit. Il a laissé la lampe le temps d'ajuster son appareil photo, juste assez pour que je me précipite, pas pour voler la lampe elle-même, mais pour rafler les piles à l'intérieur. Il s'est à peine rendu compte de ce qui se passait. Pourtant, il continuait à fouiller, rongé par l'idée persistante que quelque chose clochait. Il n'avait pas tort, tout avait basculé. J'étais là, parfaitement immobile, jouant la poupée brisée qu'il souhaitait voir, pour qu'il puisse enregistrer, une fois de plus, ma honte dans son petit catalogue, gonfler son carnet de statistiques et continuer à se persuader qu'il maîtrisait tout. Mais la cave m'avait appris que la foi aveugle était la pire des faiblesses. Car un jour, que ce soit demain ou dans 3 jours, il finirait par commettre l'erreur de trop. La porte finirait par s'ouvrir, et ce jour-là, je serais prête. Pas pour un affrontement brutal, mais avec la patience calculée de celle qui a déjà survécu à l'insupportable. La cave avait été ma geôle. Elle deviendrait bientôt mon point de départ. Les comptes étaient exacts.
les leçons intégrées, et l'élève dépassait enfin ses maîtres. Papa inspecta une dernière fois, puis s'apprêta à quitter la pièce. 3 marches plus haut, il s'arrêta net, une impression désagréable le traversa, comme l'instinct qu'il y avait quelque chose qui lui échappait, que la proie s'était transformée en prédatrice. Mais il chassa vite ce malaise, persuadé que ses verrous, ses murs, son empire tenaient en bon. Il referma la porte, tourna la clé, mais cette fois, un léger sourire me vint, car, à l'oreille, j'avais capté ce qu'il n'avait pas perçu. Le deuxième verrou n'avait pas parfaitement fonctionné. Les gestes nerveux de maman, lors de ses dernières venues, avaient endommagé le mécanisme. Un défaut de plus dans leur impeccable système. J'attendis qu'il soit bien installé à l'étage, qu'il replonge dans ses habitudes obsessionnelles. Alors seulement, je me remis à l'ouvrage. Lentement, méthodiquement, gardant mes forces pour le moment où la préparation deviendrait passage à l'acte. La cave patientait avec moi, complice silencieuse de mon apprentissage dans l'ombre. Elle avait été le cocon de ma transformation, de victime à survivante, et bientôt, elle assisterait à mon grand examen. L'ampoule grésilla une dernière fois, puis rendit l'âme, projetant l'obscurité la plus totale dans la pièce. Mais je restais calme. Je connaissais chaque centimètre de ce sous-sol, et les ténèbres jouaient pour moi, camouflant mes mouvements aux regards indiscrets. Un silence épais enveloppait le lieu, propice à ma concentration. Demain annoncerait son lot de menaces, mais j'étais armée. La cave avait fini par m'apprendre que je pouvais tout supporter, puisqu'il m'avait déjà tout fait subir, et j'étais encore là, déterminée, lucide, toujours à combattre. L'élève pouvait quitter l'école. L'obscurité devint mon atelier. À tâtons, j'avançais dans la cave, rassemblant ce qu'il me fallait. Des morceaux de verre emballés dans un vieux chiffon, un bout de fil électrique arraché au plafonnier, des piles positionnées avec soin, chaque élément parfaitement en place. Au-dessus de moi, les allées et venues de papa suivaient une chorégraphie invariable. 17 pas vers l'est, il s'arrête, puis 17 pas vers l'ouest. Toujours la même cadence. Son maniaque sens de l'ordre faisait de lui un automate, et cette prévisibilité ouvrait des fenêtres d'action. Prudemment, je testais la porte. Le premier verrou travaillait, mais le deuxième coinçait et grinçait. Le troisième n'avait pas servi depuis une éternité, un oubli négligent. Le relâchement de papa me donnait enfin une chance. La chaudière se mit à ronronner, couvrant les bruits de mes manipulations. J'introduisis le fil dans la fente du verrou abîmé, cherchant à exploiter la faille laissée par les tremblements de maman. Le métal opposait une brève résistance, puis se laissa légèrement plier. Quelques millimètres gagnés, mais c'était déjà beaucoup. Mes doigts se tendirent sous l'effort. Je fis une pause, les relâchai, puis repris. Dans ces ténèbres, le temps se diluait. Ne restait que l'objectif, faire sauter cette serrure. Tout finit par céder, avec assez de patience. Les pas s'immobilisèrent. Je me figeai, le fil toujours en place, guettant. Je l'entendis s'approcher de la porte. Je repris aussitôt ma posture habituelle, cachant rapidement l'outil au creux de ma main. La porte s'entr'ouvrit, un faisceau de lumière glissa le long de l'escalier. Il descendit, lampe torche brandie, balayant la pièce. Je ne bronchais pas, paupières closes, incarnant la fille brisée de ses attentes. Le faisceau s'arrêta sur moi, puis explora les autres coins familiers. La position du matelas, celle du seau, les traces sur les murs. Rassuré, il fit demi-tour. Arrivé en haut, un arrêt, un contrôle du mécanisme, un clic, puis un deuxième. Le troisième, délaissé. Il marmonna dans sa barbe sur le prix de l'électricité et referma. J'attendis le passage de 50 cycles de ces allers-retours avant de reprendre. Le fil reprit sa place. Je manœuvrais, poussais, tournais, tentant de sentir le cran. Mes outils étaient au sommaire, mais entre des mains tenaces, le plus simple pouvait devenir précieux. Enfin, le deuxième verrou céda. Un déclic net, assourdissant dans la nuit. Je retins mon souffle, scrutant. Papa poursuivait son circuit obsessionnel. 17 est, 17 ouest. Il ne restait qu'un dernier verrou. Ironie du sort le plus facile. Papa ne le fermait qu'automatiquement, sans attention. Un mécanisme sommaire que je savais pouvoir franchir au bon moment. Inutile de m'élancer avant l'heure. Toute la nuit, je m'entraînais à évoluer sans bruit dans le noir le plus complet. Rejoindre l'escalier depuis le matelas sans alerter personne. Repérer les marches qui grincent, celles qui sont fiables. Mémoriser la hauteur idéale de chaque marche. Mon corps était amaigri, mais la rage me donnait des forces. J'entendis la benne à ordures. Mercredi matin, papa n'allait pas tarder à partir travailler, fidèle à ses horaires, aussi rigides que ses calculs. Maman n'avait pas bougé depuis longtemps. La maison deviendrait plus vide que jamais. Les rituels reprirent. Réveil, pas vers la salle de bain, l'eau, la cafetière qui gargouille. Chaque bruit signalait que mon heure approchait. Il ne venait plus vérifier la cave le matin. Il croyait la prisonnière docile, neutralisée. La porte d'entrée claqua. Sa voiture démarra. Je comptai jusqu'à 1000, puis ce fut le signal. Le fil trouva le verrou, la routine guida mes gestes, le mécanisme s'ouvrit docilement. Je poussai la porte, elle s'entr'ouvrit, puis resta bloquée. J'insistais et sentis l'obstacle bouger. Une chaise. Là, il fallait quand même le faire. Recycler du vieux mobilier pour bloquer une porte,
s'était gonflé. Je me disais, il ne manquait plus qu'on me surnomme la MacGyver des caves, capable de transformer des déchets en kit d'évasion, pendant que papa recompte ses vieux billets de caisse de 1987 et que la prisonnière assemble des pièges électriques avec des vieilles piles. À force de compter ce que coûtait un enfant, il en avait oublié de se demander si l'enfant en question ne préparait pas déjà sa fuite avec du fil dentaire et quelques bricoles trouvées. Il avait pris l'habitude de coincer la porte avec une chaise de l'extérieur, mais elle était bien trop légère pour vraiment m'arrêter. En prenant appui, j'ai réussi à la pousser, centimètre par centimètre, à force d'huile de coude, le cœur battant, la sueur me collant au front alors que mon corps ne savait plus comment se rafraîchir. Elle grinçait trop, cette chaise. J'ai cru que tout le quartier m'entendait. Je me suis arrêtée net, tendant l'oreille. Rien, pas un bruit d'en haut. Maman devait encore être plongée dans son demi-sommeil, assommée par ses cachets. J'ai continué, glissant enfin dans l'ouverture, profitant de mes os saillants pour me couler dans l'espace. Ma maigreur avait au moins cet avantage-là. Une fois dans la cuisine, la lumière m'a presque brûlé les yeux. Tout me paraissait étrange, après 6 semaines enfermée dans ces murs glacés. Le bourdonnement du frigo, le tic-tac de l'horloge, ces petits bruits du quotidien qui d'habitude passent inaperçus, m'arrachaient presque des larmes. C'était devenu miraculeux à mes oreilles. J'avais les jambes en coton, à trembler comme une feuille en me redressant pour la première fois depuis des lustres. J'ai attrapé le bord du plan de travail, essayant de ne pas sombrer. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je savais exactement combien d'heures il me restait avant que papa rentre pour déjeuner, fidèle à ses habitudes millimétrées. Il me fallait de quoi tenir, à boire, à manger, des vêtements, un peu d'argent. Mais la priorité, c'était que maman ne puisse pas intervenir. Je suis montée à l'étage, sur la pointe des pieds. Sa porte était entr'ouverte. Elle était allongée, immobile sur son lit, des pilules éparpillées sur la table de nuit, sa respiration légère mais régulière. Son sac était posé sur la commode. J'y ai trouvé 43 $ et de la monnaie, son téléphone, les clés de la voiture. J'ai tout pris, silencieux comme une ombre. Elle a bougé, j'ai retenu mon souffle, mais elle n'a pas ouvert les yeux. Les médicaments la gardaient de prisonnière d'un brouillard épais. Ma chambre, elle, n'avait pas bougé. Mes fringues pendaient encore, comme si rien n'avait changé, juste plus grand sur moi qu'avant. J'ai empilé les couches pour cacher mon corps décharné. Ce n'était pas très flatteur, mais ça ferait l'affaire. J'ai bourré un vieux sac à dos de l'essentiel. Quelques vêtements de rechange, l'argent mis de côté dans mon tiroir, 27 $ accumulés grâce à des anniversaires. En cuisine, je restais prudent. Hors de question de tomber malade en me jetant sur la nourriture. Un bout de pain, quelques gorgées d'eau, une demi-banane que mon estomac n'a même pas tolérée. J'ai tout nettoyé, histoire de ne laisser aucune trace. Mais c'était le bureau de papa qui m'appelait. Ces fameux dossiers, ces carnets de comptes interminables. J'ai trouvé tout de suite ce que je cherchais. Des tas de reçus alignés dans des boîtes, des carnets où il notait ce que je lui devais, l'appareil photo et sa carte mémoire pleine de ce que j'avais vécu au sous-sol. J'ai embarqué l'appareil et un carnet, au cas où il me faudrait des preuves un jour. C'est là que j'ai vu l'ordinateur allumé. Comme toujours, il voulait tout garder, même au format digital. Un dossier à mon nom. Des années de tableur Excel où il répertoriait chaque centime dépensé pour moi. J'ai ramassé une clé USB qui traînait sur le bureau et j'ai tout copié. La progression avançait trop lentement. Je retenais mon souffle à chaque barre qui s'affichait, mais il me fallait ces fichiers, coûte que coûte. Une fois la clé récupérée, précieusement glissée dans ma poche, j'étais prêt à partir. Puis mes yeux sont tombés sur une vieille photo de famille encadrée, posée près du clavier. Avant toutes ces histoires de contes et de caves, on ressemblait presque à une famille. J'avais bonne mine, eux aussi. J'ai laissé la photo et je suis descendue. L'idée de passer par la porte principale était tentante, mais trop risquée. Qui ne remarquerait pas un ado squelettique titubant sur le trottoir? Les clés de la voiture de maman me semblaient l'unique solution. Je n'avais jamais conduit, seulement observé. Ça ne doit pas être sorcier, me suis-je dit pour me rassurer. Le bouton du garage était dans la cuisine. Clac, puis un grand crissement. J'ai sursauté, mais la voiture a fini par démarrer au bout de 3 tentatives. J'ai réglé le siège tant bien que mal, les genoux à peine pliés pour atteindre les pédales. Le levier de vitesse m'a donné du fil à retordre, mais j'ai fini par trouver la bonne position. La voiture a tressauté, j'ai freiné d'un coup sec, le cœur battant à tout rompre. Respire, recommence. J'ai osé appuyer à nouveau, doucement, et la voiture s'est mise en marche. J'ai roulé, un peu au hasard, chaque carrefour comme une vraie victoire, chaque kilomètre arraché comme un miracle. L'aiguille de l'essence s'est allumée bien trop vite à mon goût. Heureusement, une aire de repos est apparue au dernier moment. Arrêt hasardeux, mais en sécurité. Mes mains tremblaient encore en coupant le contact. Ça y est, tu l'as fait, tu t'es tiré, mais je savais que la route serait longue encore. Je n'avais que 70 $, une voiture volée, un corps épuisé et 2 parents qui découvriraient bien assez tôt l'étendue des dégâts. Je me suis souvenu d'un numéro, le seul, celui de ma tante, la sœur de maman,
qui avait disparu après une dispute dont j'ignorais tout. Dans une cabine téléphonique, je l'ai composée, à 2 doigts de raccrocher. Au bout de la 3e sonnerie, elle a décroché. Ma voix s'est brisée au bout de 3 mots, pas besoin d'en dire plus. Elle a compris. Elle m'a demandé l'adresse, promis de venir. J'arrive, ne bouge pas. L'aide était en route. Je me suis repliée dans la voiture, porte verrouillée, surveillant la route comme si ma vie en dépendait. Papa devait être à la maison dans 2 heures, il ne tarderait pas à fondre sur le sous-sol vide et à comprendre. L'éclairage du relais routier découpait la nuit de l'autre côté du parking. Mon estomac criait famine, mais je savais qu'il fallait rester prudent. J'aurais du temps pour guérir, pour tout réapprendre. Du temps pour moi, enfin. Pas du temps compté en dollars et en ardoises. 1 heure, puis 2. J'imaginais la stupeur de papa devant la cave désertée, ses calculs qui s'effondrent faute de cobayes. Quand la voiture de ma tante est apparue, le soleil touchait les arbres. Elle est descendue, choquée par mon état, mais sans hésiter. Elle m'a enveloppée dans une couverture, m'a installée du mieux qu'elle pouvait, sans un mot de trop. Toute la nuit, nous avons roulé. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a simplement tendu des bouteilles d'eau et des biscuits, à grignoter entre 2 moments de quasi-sommeil, mon corps comprenant enfin qu'il pouvait relâcher la pression. Au réveil, j'étais à l'hôpital. Une perfusion dans le bras, des bips réguliers, un médecin qui parlait de syndrome de réalimentation, d'organes abîmés, de possibles séquelles, mais aussi de lueurs d'espoir, d'avenir. Les policiers sont venus avec leurs questions. J'ai sorti le carnet, l'appareil, la clé USB. Ils ont tout noté, impassible. Les services de protection ont pris le relais, avec leurs formalités et leurs protocoles. Tout était censé protéger, pas blessé. Mes parents ont été arrêtés 2 jours plus tard. Papa était encore dans le sous-sol, au milieu des reçus, cherchant désespérément à comprendre ce qui avait cloché dans son système. Maman ne pouvait même plus aligner 2 mots. Ses mains tremblaient tant qu'elle n'a pas pu signer sa déposition. Le procureur a déclaré que c'était l'une des pires affaires de maltraitance infantile qu'il ait jamais vues. Privation systématique, torture psychologique, enfermement, tout ça soigneusement archivé par la manie de papa pour les dossiers. Ils ont tous les 2 plaidé coupables, 15 ans pour papa, 10 pour maman et obligation de soins. Je ne suis pas allée au procès, trop absorbée à réapprendre des gestes simples, manger, marcher sans vaciller, exister sans compter chaque euro. La guérison n'était pas un long fleuve tranquille. Certains jours, rien ne passait. D'autres, je mangeais comme si tout allait disparaître d'un moment à l'autre. Mon corps gardait cette peur qu'un repas pouvait être le dernier. La thérapie aidait, mais il fallait du temps avant de réapprendre à faire confiance. Ma tante est devenue ma tutrice. Jamais elle n'a évoqué ce que je lui devais, ni calculé le moindre coût. Elle s'est simplement occupée de moi, comme devraient le faire tous les parents. C'était étrange, bouleversant, magnifique. Finalement, j'ai repris l'école, ailleurs, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Les élèves ne savaient rien de mon histoire, ignoraient pourquoi j'étais si maigre ou pourquoi je regardais parfois mon assiette comme si elle devait s'envoler. Ce n'était pas important, mon histoire m'appartenait. L'université paraissait hors de portée jusqu'à ce qu'une conseillère me parle de bourse pour les victimes de maltraitance. J'en ai demandé 7, on m'en a proposé 5. J'ai choisi celle qui m'emmenait le plus loin possible de ce sous-sol. J'ai étudié la nutrition, ironie du sort. Comprendre scientifiquement ce que j'avais subi m'a permis d'avancer. J'ai eu mon diplôme avec mention. Ma tante a fondu en larmes à la remise des diplômes. J'avais repris 20 kilos. Toujours mince mais en bonne santé, en vie, libre. Les offres d'emploi ont suivi. J'ai choisi de travailler dans un hôpital pour enfants, avec ceux qui ne pouvaient pas manger à cause de leur maladie. Leur montrer que la nourriture n'était pas l'ennemi, que leur corps méritait d'être nourri, qu'il valait toutes les dépenses engagées pour leur bien. Parfois, je continue de compter machinalement. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Mais aujourd'hui, je m'arrête. J'achète ce dont j'ai envie. Un café, un livre, un manteau d'hiver à 30 €. Plus besoin de me priver. La maison de mes parents a été vendue aux enchères. Le sous-sol a été refait, transformé en salle de jeu par les nouveaux propriétaires qui ignorent tout de ce que ces murs ont vu. C'est sans doute mieux ainsi. De cette vie-là, je n'ai gardé qu'une chose, la clé USB avec tous les calculs de papa. Trace de leur folie, mais aussi preuve de ma survie. Peut-être qu'un jour je l'effacerai, pas aujourd'hui. Les autres survivants que j'ai rencontrés ont tous une histoire différente, mais des cicatrices semblables. On se reconnaît à des détails, la tendance à stocker la nourriture, les sursauts à certains mots, les plans de fuite secrets, même dans les endroits sûrs. Mais on se reconnaît aussi à la force, l'âme forgée dans la douleur, la certitude d'avoir surmonté l'impossible. Le sous-sol m'a appris des choses terribles, mais aussi que je peux tout endurer. Ma vie n'est pas parfaite. Je porte encore les traces de ces années de privation. Se fier aux gens reste difficile, les relations sont compliquées, mais cette vie, c'est la mienne. Elle ne se compte ni en dettes, ni en euros. Je ne laisse plus personne faire les comptes à ma place. Chaque repas est un choix, chaque bouchée, un pied de nez à ceux qui ont voulu me priver. Je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je suis rassasiée. Ces libertés simples sont, pour moi, une vraie révolution. Le sous-sol a disparu de mon quotidien, mais il hante mes rêves. Parfois, la nuit, je me réveille dans le noir à chercher les murs de pierre. Puis j'allume la lumière, je découvre mon appart, mon espace,
ma vie à moi. Ce soulagement ne vieillit jamais. Je fais du bénévolat 2 fois par mois sur une ligne d'urgence, à parler à des jeunes qui ne voient pas d'issue, qui croient les mensonges de leurs parents sur ce qu'ils méritent. Je leur parle de leurs droits, de survie, de la possibilité, un jour, de porter une toge et un chapeau. Certains me croient, d'autres pas. Mais j'écoute, je réponds, je partage ce que le sous-sol m'a appris. Pas la cruauté, mais la résilience. Pas la privation, mais la force qui vient après. Mon histoire n'est pas unique. Il y a trop de sous-sols, trop de bilans, trop d'enfants à qui l'on fait croire qu'ils coûtent trop cher. Mais raconter nos histoires de survie est indispensable. Elle prouve que le sous-sol n'est pas une fin. J'ai 32 ans, j'ai un poids stable, un boulot régulier, une vie qui me plaît. La fille qui ne pesait que 35 kilos, c'est comme une autre personne, mais je la porte en moi. C'est grâce à elle que je suis là, que je me bats, que je sais qu'on peut toujours espérer la remise des diplômes, même en pleine obscurité. Le prix de mon existence, immesurable. La valeur de ma survie, au-delà de tout. Le sous-sol m'a appris à compter, mais j'ai trouvé de meilleures équations depuis. Celles où chaque vie compte infiniment, où les enfants sont une richesse, jamais une dette, où l'amour ne se calcule pas. Mes parents pourront peut-être bénéficier d'une libération conditionnelle l'année prochaine. Je n'irai pas à l'audience. J'ai déjà tout dit. Le sous-sol a parlé pour moi. Les preuves les ont condamnés. Ma survie, c'est le seul témoignage qui compte. Maintenant, je dîne sans compter. Je dors sans avoir faim. Je vis sans dette. Le sous-sol est derrière moi, mais je n'en oublierai jamais les leçons. J'ai survécu. Je me suis libérée. J'ai eu mon diplôme. Et ce diplôme, il est à moi. Si tu es encore là à la fin, laisse-moi un commentaire et on se retrouve bientôt.